En 2023, la Terre a été traversée par l'une des particules les plus extrêmes jamais observées. Un neutrino 100 000 fois plus énergétique que la plus énergétique des particules jamais produites au LHC. Une détection unique, inattendue, à tel point que la particule a été qualifiée d'impossible. Les chercheurs n'ont aucune idée de ce qui a pu produire un tel neutrino. Il n'y a aucun phénomène connu dans l'univers qui devrait engendrer de telles énergies. Et pourtant, une nouvelle piste vient d'émerger. Et elle est à la hauteur de ce mystère. Ce neutrino pourrait être le vestige de l'explosion d'un trou noir primordial. Un objet hypothétique né juste après le Big Bang. Est-ce qu'on a vraiment surpris un trou noir en train de mourir ? Aujourd'hui, on décrypte cette actualité fascinante et bien d'autres dans Dernières Nouvelles des Étoiles. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Les neutrinos sont souvent surnommés les particules fantômes. Et ce n'est pas qu'une image. À chaque seconde, des quantités absolument colossales de neutrinos traversent votre corps sans laisser la moindre sensation ou le moindre signal perceptible. Ils passent à travers la matière presque comme si elle n'existait pas. Les physiciens ont commencé à les imaginer dans les années 1930, mais il a fallu attendre plus de 25 ans pour réussir à les détecter directement. Et encore aujourd'hui, malgré des instruments bien plus performants, ils restent extrêmement difficiles à observer. Pour espérer en capturer quelques-uns, il faut déployer d'immenses réseaux de capteurs, parfois au fond des océans, et guetter de minuscules flashs de lumière bleue, le rayonnement Cherenkov. Le contraste est saisissant. Alors que des milliers de milliards de neutrinos traversent en permanence ces détecteurs, seule une infime poignée sont effectivement repérés. Et parmi eux, l'immense majorité sont de basse énergie. Les événements vraiment énergétiques, eux, sont déjà rares. Les événements extrêmes se comptent chaque année par dizaines à peine. Mais l'événement qui nous intéresse va encore plus loin. Lui ne rentre dans aucune case habituelle. Son énergie dépasse très largement celle de tous les neutrinos détectés auparavant. Il invite donc naturellement à des questions plus fondamentales. D'où vient-il ? Quel événement dans l'univers a pu produire un neutrino aussi énergétique ? Et pourquoi on n'en détecte pas plus ? C'est pour répondre à ces questions qu'une équipe a produit une hypothèse fascinante. Ils ont pu modéliser un objet qui serait capable de produire un tel neutrino, un trou noir en train de mourir. Et pas n'importe quel type de trou noir, un trou noir primordial. Les trous noirs primordiaux sont des entités pour le moment hypothétiques. Lorsqu'on regarde les conditions primordiales de l'univers, quelques instants seulement après le Big Bang, la densité était phénoménale et de toutes petites fluctuations ont pu produire des effondrements gravitationnels spontanés. C'est le mécanisme qui aurait donné naissance à un très grand nombre de trous noirs. Certains immenses, d'autres minuscules. S'ils existent, les trous noirs primordiaux pourraient apporter des réponses à quelques problèmes de la cosmologie. Ils pourraient expliquer la croissance précoce de trous noirs supermassifs. Certains y voient même une solution au problème de la matière noire, voire à celui de la planète Neuf. Ce qui nous intéresse ici, c'est surtout leur destin. En 1974, Stephen Hawking a montré que les trous noirs ne sont pas parfaitement noirs. En théorie, ils peuvent émettre un rayonnement, perdre peu à peu de la masse, puis finir par s'évaporer. Et plus un trou noir est petit, plus ce processus s'accélère. À la toute fin, cette évaporation pourrait devenir extrêmement violente, jusqu'à produire une explosion finale. C'est précisément ce sursaut terminal qui pourrait, dans certains modèles, engendrer un neutrino aussi extrême que celui détecté en 2023. Le point crucial, c'est que ce scénario ne fonctionne pas avec tous les trous noirs stellaires classiques.
L'univers est bien trop jeune pour que des trous noirs formés par l'effondrement d'étoiles massives aient déjà eu le temps de s'évaporer complètement. Leur durée de vie dépasse de très loin l'âge actuel du cosmos. Pour espérer observer aujourd'hui une explosion finale de ce type, il faut partir d'objets beaucoup plus petits formés très tôt dans l'univers primordial. Et c'est justement ce qui rend les trous noirs primordiaux si intéressants dans cette histoire. Ce sont, à notre connaissance, les seuls candidats plausibles pour atteindre ce stade aujourd'hui. Un unique neutrino aux propriétés extrêmes, détecté par chance, pourrait ainsi nous faire remonter la piste de ces fameux trous noirs primordiaux. Pour que le modèle fonctionne, il faut tout de même qu'il ait des propriétés très spécifiques, notamment une charge noire, qui inclut l'existence d'une nouvelle particule, l'électron sombre. Cela rend le modèle très spéculatif, mais au fond, c'est peut-être ça le plus fascinant. Même si ce modèle s'avère faux, le problème, lui, reste entier. Ce neutrino existe. Il a bien fallu qu'un phénomène réel le produise. Donc, si ce n'est pas la mort d'un trou noir primordial aux propriétés très particulières, alors il faudra trouver autre chose. Et vu les énergies en jeu, cette autre explication sera elle aussi probablement extraordinaire. Des explications extraordinaires, on en a eu la semaine dernière de la part de la NASA concernant le programme Artemis. Souvenez-vous, l'agence a décidé d'introduire une nouvelle mission qui reprend le nom d'Artemis 3 et qui se déroulera en orbite terrestre. Le but est de tester l'architecture complète, Orion et son atterrisseur, et peut-être même les nouvelles combinaisons lunaires. Le retour sur la Lune se fera donc avec Artemis 4 qui reprend les anciens plans d'Artemis 3. Et nous, on attend toujours Artemis 2 pour le mois prochain. Au milieu de toutes ces annonces, des décisions sont également prises au niveau du SLS, la fusée géante qui propulse Orion. Elle a déjà coûté très cher et devait accueillir deux nouvelles versions, la Block 1B et la Block 2. Cela devait la rendre plus puissante et plus capable, notamment pour propulser les éléments de la station Gateway jusqu'à l'orbite lunaire. Seulement, la semaine dernière, on a vu qu'Isaac Mann, le patron de la NASA, souhaite simplifier et standardiser l'avenir de la fusée. Plus qu'une seule version qui volera à partir d'Artemis 4. Les détails n'ont pas traîné puisqu'on connaît maintenant la teneur de ces changements. Fini l'exploration Upper Stage qui était prévue à partir de la version Block 1B. La seule et unique version finale de la fusée sera équipée d'un étage supérieur Centaur 5, le même qu'on trouve sur la fusée Vulcan d'ULA. C'est un étage qui est déjà en production, qui a déjà volé et qui ne nécessite donc aucun nouveau développement. La logique d'Isaac Mann est donc claire, on fait au plus simple, au plus efficace pour réduire les coûts et améliorer la cadence de tir. Rappelons que les étages Centaur volent depuis le début des années 60. Le tout premier d'entre eux a été le premier étage supérieur hydrogène-oxygène de l'histoire spatiale. Bien entendu, il y a depuis eu bien des évolutions et le Centaur 5 est le fruit de décennies d'itérations. Il n'est par contre pas encore qualifié pour le vol habité puisque la Vulcan Centaur n'est pas censée en faire. Cela ne devrait cependant pas trop poser de problème, le Centaur 3 dispose lui de cette qualification, et les deux étages partagent beaucoup d'éléments. Bon, par contre, j'ai l'impression que cela enterre à demi-mot la station Lunar Gateway. Celle-ci devait disposer de plusieurs modules, les deux premiers devaient être lancés par Falcon Heavy, mais tous les suivants devaient partir avec un équipage Artemis sur un SLS Block 1B. Le SLS Block 1B n'existe plus et le SLS Centaur, appelons-le comme ça, n'a pas la longe pour des lancements aussi lourds vers l'orbite très spécifique prévue pour la Gateway. Isaac Mann ne s'est toujours pas prononcé sur le destin de cette dernière, mais rappelons que l'agence spatiale américaine doit à tout prix faire des économies. Isaac Mann a été très clair sur le fait qu'il n'y aurait pas d'autres versions du SLS, et très honnêtement, je commence à avoir du mal à imaginer des solutions pour cette dernière. Cela pourrait être un bon point pour le programme. Après tout, la Gateway n'est pas nécessaire au retour sur la Lune. Elle complique les architectures de mission et nécessite des capacités qui coûtent très cher à développer. C'est en revanche un mauvais point pour l'Europe, qui est très engagée dans le programme. On attendra de voir une décision définitive. Les choses bougent en Europe, justement, avec une excellente nouvelle chez les Espagnols de PLD Space, qui sont un peu les parrains du New Space européen. L'entreprise vient de lever 180 millions d'euros,
Une belle somme qui en fait un des prétendants les plus sérieux du secteur. Le principal investisseur est Mitsubishi, qui souhaite également devenir client de la fusée. PLD Space développe la fusée Miura 5, qui devrait être capable de lancer un peu plus d'1 tonne en orbite basse. Un premier vol est prévu dès cette année depuis le nouveau pas de tir multilanceur du CNES à Kourou. Avec ISAR et RFA en Allemagne, cela signifie qu'on pourrait voir 3 fusées différentes du New Space européen tenter d'atteindre l'orbite cette année. Les Français de Maya Space avaient la même ambition, mais se voient forcés de temporiser légèrement. Le premier vol de leur fusée Maya aura finalement lieu en 2027. Cette année, ils mèneront un vol suborbital dans une configuration assez étonnante. Plutôt que de faire voler un unique étage, ils feront voler la fusée en entier, mais avec un volume d'ergol réduit. Cela devrait permettre au véhicule d'atteindre l'espace à plus de 100 km d'altitude, et même de tester la séparation du premier et du second étage, puis l'allumage de celui-ci. C'est donc un test très proche des conditions réelles qui permettra de valider de nombreux éléments de la fusée et des processus de lancement. Maya espère ensuite avoir un lanceur orbital cette fois-ci sur le pas de tir avant décembre de cette année. Cela permettra de commencer les tests pour un décollage début 2027. L'entreprise s'est apparemment mis un challenge en interne de faire ce premier lancement moins de 5 ans après la création de l'entreprise. Pour y parvenir, il faut donc tirer à tout prix avant avril de l'année prochaine. Maya sera disponible en 2 configurations, jetable ou réutilisable. C'est certainement la première configuration qui volera en premier, mais on pourrait ensuite rapidement voir arriver des récupérations d'étages européens. Les lancements doivent eux aussi se faire depuis Kourou à partir de l'ancien pas de tir de Soyouz cette fois-ci. Les performances seront dans un premier temps assez similaires à ce que proposent les autres acteurs du New Space européen, mais l'ajout d'un kickstage devrait ensuite rendre les choses intéressantes. En configuration jetable, Maya pourra alors lancer entre 2 et 3 tonnes en orbite basse, ce qui la place plutôt dans la catégorie des lanceurs légers. N'oublions pas par ailleurs l'incroyable proposition qui consisterait à remplacer les boosters solides d'Ariane 6 par des premiers étages Maya, réutilisables. Cela permettrait de faire entrer le lanceur lourd européen dans une nouvelle ère, tout en augmentant fortement les cadences de production de Maya. Ces capacités vont être de plus en plus importantes car l'Europe semble vouloir au moins en partie se découpler de son partenaire historique américain, y compris dans l'espace. On le voit sur les lanceurs, les constellations et maintenant sur les stations spatiales. La Station spatiale internationale arrive en fin de vie. Ses modules les plus anciens commencent à poser problème et la géopolitique mondiale a bien changé depuis les années 90. Les partenaires de la station semblent être d'accord pour mettre fin à l'aventure aux alentours de 2030. Pour la suite, il y a des plans dans tous les sens. La Russie n'exclut pas de détacher ses modules pour en faire une station autonome. Les États-Unis veulent donner naissance à une industrie de la station privée, auprès de laquelle la NASA serait une simple cliente. L'Europe s'est investie plus ou moins directement dans certaines de ces initiatives. Airbus Defence and Space est par exemple un des partenaires majeurs de la station Starlab, et l'Agence spatiale européenne a signé un accord pour l'utilisation potentielle d'Orbital Reef, la station prévue par Blue Origin. On a vu cependant ces derniers jours émerger une nouvelle direction. Le 27 février, l'agence a publié un appel d'offres pour 2 études sur une station multimodule sous leadership européen. L'ESA semble vouloir au moins explorer ces options concernant une capacité souveraine. Alors, on peut se prendre à douter des capacités européennes sur plein de domaines, mais les stations spatiales n'en est clairement pas un. Le continent a déjà largement les capacités techniques et industrielles pour se débrouiller tout seul. Ce n'est pas pour rien qu'une grosse partie de la station lunaire Gateway est fabriquée en Europe, tout comme les modules de la station américaine d'Axiom. On a sur le continent un poids lourd de la station spatiale, probablement le plus gros acteur mondial dans ce secteur, Thales Alenia Space. Par ailleurs, comme on le disait plus tôt, la Gateway est menacée, ce qui signifie que plusieurs modules déjà en construction pourraient se retrouver orphelins. De là à en faire la base d'un nouveau projet sous leadership européen en orbite basse, il n'y a qu'un pas. Le plus dur serait certainement la logistique. Construire et lancer la station est déjà dans le domaine de compétences de l'Europe. Y amener du fret et des équipages demande la mise au point de nouvelles capacités. Mais il y a là aussi des pistes et une volonté de plus en plus ferme. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Vous pouvez partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, et vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.